Voyage immobile. Une émission d'Allô la planète réalisée par Carlotta Morteo. Mingalarbar Neikaun Bala. Bonjour à tous. On la surnomme la Terre d'Or, un pays qui ne ressemble à aucun autre, disait Rudyard Kipling. C'est en Birmanie que nous partons aujourd'hui, où depuis plus de 10 jours ont lieu des manifestations de grande ampleur pour dénoncer un coup d'État de l'armée. Le 1er février dernier, la junte militaire a arrêté Aung San Suu Kyi, chef du gouvernement, leader du parti historique d'opposition, la Ligue nationale pour la démocratie. La Birmanie a subi 50 ans de dictature, mais depuis 2015 entamait une transition démocratique et une ouverture économique et touristique, lentement mais sûrement. Le retour des militaires au pouvoir a donc fait l'effet d'un sombre retour vers le passé. Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour la qualité sonore de cette première édition 2021 de Voyage Immobile. Comme vous l'entendez, je suis enrhumée et par les temps qui courent, je suis donc confinée jusqu'à nouvel ordre. Nous n'avons donc pas pu enregistrer cette émission aujourd'hui en direct et en studio avec l'équipe d'Allô la planète. Ambiance. Dans le rang des manifestants à Rangoon où se trouve Juliette Verlin, journaliste qui nous a généreusement partagé des enregistrements qu'elle a fait dans les cortèges ces derniers jours, des sons que vous allez entendre ici et là au fil de l'émission. Alors pour tenter de déchiffrer ce qu'il se passe en Birmanie aujourd'hui, j'ai fait appel à deux connaisseuses de ce pays. Sylvie Brieux, intrépide voyageuse qui est sortie des sentiers battus du tourisme pour écrire un livre poignant sur les luttes des minorités ethniques qui ont continué à être réprimées malgré la transition démocratique de ces dernières années. Ce sera en deuxième partie d'émission. Tout de suite, on retrouve Aurore Caudier. Elle est historienne, elle vit depuis 20 ans à Rangoon et nous avons miraculeusement réussi à la joindre malgré les coupures internet. Elle est chercheuse associée au CNRS et à l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est et a récemment dirigé un ouvrage collectif Birmanie 2010-2017, un pays en transition. Première question, je lui ai demandé comment était l'ambiance dans son quartier ces derniers jours. En fait, c'est assez tendu, évidemment, en ce moment, dans tous les quartiers. D'autant plus qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent, en fait, depuis la... Ils ont relâché des prisonniers vendredi dernier, beaucoup de prisonniers, 23 000. Et en fait, ça a tout de suite généré des rumeurs, en fait, en disant que ces prisonniers avaient été sélectionnés pour, en fait, aller faire du grabuge dans les quartiers, pour empoisonner, mettre des produits chimiques dans l'eau potable. Donc en fait, ça a rappelé, ça a un petit peu fait appel à la mémoire collective et ça a rappelé aux gens qui étaient là en 88 que ce même genre de stratégie avait été mise en place. Alors, vrai, pas vrai, c'est quand même beaucoup des rumeurs. Le fait que ces rumeurs circulent, en fait, font peur aussi aux gens. Donc, il y a quand même des tensions et pas mal d'appréhension, surtout la nuit. Les journalistes qui sont sur place témoignent de vagues d'arrestations qui ont lieu la nuit, justement. Est-ce que vous confirmez ces informations ? C'est en fait l'association des prisonniers politiques qui fait des annonces. Donc moi, je suis aussi, autant que vous, ce qui se trouve dans les médias. Oui, en ce moment, on est à peu près à 400 arrestations nocturnes. Quand on est chef de file dans les manifestations, leader de la société civile, on sait très bien qu'on prend des risques en ce moment. Vous, ça fait 20 ans que vous vivez en Birmanie et que vous travaillez sur ce pays, donc vous avez fait l'expérience de la dictature et vous avez donc traversé toute cette transition politique inaboutie vers la démocratie. Est-ce que l'arrestation d'Aung San Suu Kyi le 1er février et puis le refus d'accepter la légitimité des élections de la part de l'armée, ça vous rappelle pas ce qui s'est passé dans le passé, en 1990, quand l'élection d'Aung San Suu Kyi avait été annulée? Et est-ce qu'on n'a pas fait un bond en arrière de 30 ans? Je ne sais pas si vos auditeurs sont au courant d'un petit peu d'histoire de ce qui s'est passé dans les dernières décennies. C'est vrai que après l'indépendance de la Birmanie, qui était une colonie britannique, il y a eu une période démocratique dans les années 50 et ensuite une première prise
de pouvoir par les militaires. Donc, c'était là, à l'époque, une idéologie socialiste pendant les années 60, 70, 80. Et ensuite, il y a eu des grandes manifestations populaires en 88 pour des raisons économiques au départ. Et ensuite, ça a grossi. Elles ont été extrêmement réprimées avec énormément de prisonniers politiques, notamment des étudiants, qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la génération 88. Ces élections dont vous parlez ont été organisées par le nouveau régime militaire en place, parce que c'était encore des militaires, mais une autre branche qui a mis en place des élections gagnées par le NLD, donc le Parti national, et d'autres partis ethniques aussi, dont on parle moins, mais qui étaient aussi victorieux dans plusieurs régions ethniques. Et ensuite, effectivement, annulé Aung San Suu Kyi assigné à résidence et une libéralisation économique progressive au long des années 90 par certaines branches plus libérales de l'armée, et pour aboutir à la fin de la décennie 2000, donc à cette mise en place d'une nouvelle constitution, d'élections en 2010 et cette ouverture, cette transition politique qui a commencé au début de la décennie 2010. Alors je ne dirais pas que c'est un retour complet en arrière, parce qu'on ne retournera pas avant 2010. Parce qu'au début de la transition politique, en 2010-2015, le président faisait partie de la branche civile de l'armée, l'USDP, le président Thein Sein, et il a mis en place énormément de réformes économiques et politiques. Donc, on va plutôt revenir à quelque chose du type du début de la transition politique. C'est pas un bond de 20 ans en arrière, parce que beaucoup de choses ont changé, la société s'est transformée. Oui, parce que du coup, la Birmanie s'est modernisée, elle s'est ouverte au monde, elle a fait des réformes économiques, mais est-ce que ça veut dire que en matière de liberté d'expression, ou est-ce que c'est ça qui expliquerait qu'aujourd'hui on a des manifestants qui sont quand même très nombreux, des centaines de milliers pendant plusieurs jours, maintenant peut-être des dizaines de milliers, des milliers, et qui sont très déterminés, alors même qu'ils risquent quand même une répression possible. Oui, la libéralisation des médias a commencé sous justement le gouvernement du président Thein Sein en 2012-2013, très tôt dans la transition. Donc il y a beaucoup de quotidiens privés qui sont sortis. Et puis parallèlement aussi, les Birmans ont commencé d'avoir accès aux réseaux sociaux, et Facebook notamment, qui est devenu l'outil social, politique, économique essentiel à la société birmane. Maintenant, sur Facebook, on fait du commerce, on fait des enquêtes privées, on dénonce des personnalités. Et en fait, l'usage de ces réseaux sociaux pour ces mouvements actuels est essentiel, parce que l'idée, c'est de renvoyer une image et de poster ses photos et de se montrer dans des situations plutôt humoristiques. Ce sont plutôt des parades, des défilés pacifiques qui se déroulent en ce moment dans tout le pays, avec assez peu de répression, même s'il y a eu effectivement des morts à Naypyidaw, notamment à la capitale. Voilà, donc l'utilisation des réseaux sociaux, et surtout aussi pour avoir un accès sur le monde, avec beaucoup de manifestations devant les ambassades, les organisations internationales, pour que ces caméras justement captent ces manifestants et puissent montrer au monde leur détermination. Donc oui, vous avez raison. La libéralisation de la presse, de la parole, ont beaucoup compté et comptent beaucoup dans la façon dont ce nouveau coup d'État est géré, d'un côté et de l'autre d'ailleurs. Et qui sont-ils du coup ces manifestants? Est-ce que c'est beaucoup des jeunes, ou est-ce qu'il y a toutes les tranches d'âge, toutes les ethnies même, puisque la Birmanie c'est quand même un pays avec une diversité ethnique assez incroyable, et puis même des divisions ethniques assez dures, où en général la majorité bouddhiste n'est pas forcément alliée aux minorités musulmanes ou aux minorités des États frontaliers. Est-ce que là on assiste à une forme on va dire, d'unité du pays qui ressemble un peu aux électeurs qui auraient voté à 80% pour le parti d'Aung San Suu Kyi aux dernières élections? Ce sont les fonctionnaires qui ont lancé ces mouvements, qui sont normalement extrêmement solidaires du gouvernement dans l'histoire birmane. Donc ça, c'est une première. Ensuite, c'est le secteur privé qui a suivi, les corporations de différents milieux,
C'est surtout la classe moyenne et la classe aisée qui, au départ, ont lancé ces manifestations parce qu'ils peuvent se permettre d'aller dans la rue et de ne pas gagner leur pain quotidien. Mais on a vu aussi des classes plus défavorisées, des groupes sociaux plus défavorisés se joindre à eux plus récemment en faisant des tours. Vous voyez, un jour je travaille et puis le jour suivant je vais manifester. Et puis, comme vous le dites très bien, une diversité au niveau des ethnies, des confessions. C'est pas seulement dans Rangoon, vous voyez, c'est dans tout le pays. On a des manifestations au nord à Putao, on a des manifestations à l'ouest en Arakan, à l'est dans les États Shan, tout au sud là, vers la frontière malaisienne. Donc c'est national, à l'échelle nationale. Libérer notre leader, on veut la démocratie et libérer notre gouvernement. Ils sont là effectivement pour faire bouger les choses. Les étudiants sont actifs en Birmanie depuis la création de l'université en 1920. C'est toujours eux qui ont fait avancer les choses. Il faut que cette nouvelle génération arrive à prendre le dessus. Voilà. Et au moment où elle prendra le dessus, les choses avanceront. Mais même au sein des manifestations, on a aussi par exemple les vétérans de 88, qui sont d'ailleurs en fuite, qui n'ont pas été arrêtés, qui disent aux plus jeunes, bon, arrêtez de faire vos défilés un peu humoristiques et loufoques, et un peu de sérieux quand même, vous voyez. Donc ils essayent aussi de calmer un peu la jeunesse qui s'enthousiasme pour le show. Enfin, il y a un peu de mise en scène quand même. Voilà. Alors ils leur disent, arrêtez la mise en scène et concentrez-vous sur votre cause. Venir en date, c'était, ils avaient installé des piscines gonflables et ils attendaient que les canons à eau remplissent leurs piscines, des choses comme ça, ou des manifestants qui s'installaient, faisaient des sittings devant les barricades avec des militaires dans le fond et des panneaux du genre « ne donnez pas à manger aux animaux ». Voilà, ça c'était assez typique de la première semaine. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner dans cette deuxième vague, parce que là, ils sont arrêtés un petit peu pendant 2 jours et ça va repartir demain. Donc, il faudra voir comment ça se développe dans les jours qui viennent. Mais ça se durcit. Là, je pense qu'on arrive dans une deuxième vague qui va être un peu plus dure. Mais est-ce que la junte militaire n'a pas pris quand même un risque en essayant de reprendre la main avec ce coup d'État, alors qu'elle avait quand même perdu de manière aussi flagrante et qu'on pouvait s'attendre peut-être à ce soulèvement et du coup à avoir les yeux de la communauté internationale braqués sur la Birmanie? Est-ce que ça peut est-ce qu'elle en a quelque chose à faire, l'armée de la communauté internationale et de cette opposition massive à son coup d'État? C'est vrai que ça nous a quand même surpris, hein, aussi bien les Birmans que les experts, etc. On s'y attendait pas. Même si on a vu la ligne politique de l'armée et de la branche civile qui est l'USDP se durcir depuis le mois d'août 2020. On a eu un sommet à Naypyidaw avant les élections, donc entre le commandant en chef des armées et des partis d'opposition. Et pendant ce sommet, les partis d'opposition lui ont suggéré de prendre le pouvoir pour organiser des élections transparentes. Donc, vous voyez, depuis ce moment-là, en fait, ça monte. Après les élections, il y a eu des accusations de fraude répétées. Et en fait, c'est sur cette base que le coup d'État a été fait. C'est en raison des élections qui auraient été truquées. C'est la légitimation, si vous voulez, du coup. Après, ce qu'il y a derrière, c'est plus difficile à savoir. Est-ce que c'est l'ambition d'un seul homme? Est-ce que ce sont les anciens de l'armée qui étaient au pouvoir et qui sont toujours vivants et qui supportent pas de voir cette femme au pouvoir? Après, est-ce que ils ont pensé à la réaction de la communauté internationale? Certainement pas, parce que ils ont très bien vu que ça n'a jamais fonctionné, les sanctions économiques pendant 20 ans qui ont été imposées, ou quoi que ce soit. Donc, les voisins asiatiques, la Chine comme l'ASEAN, ont une posture neutre sur la question, et ils leur disent « débrouillez-vous, réglez vos affaires ». C'est tout ce qui importe, vous voyez. Ce que disent les États-Unis ou même le Japon, c'est moins important. C'est plus lointain. Ce qui est étonnant, c'est quand même que, même si depuis la transition, les militaires ont dû céder du pouvoir à un gouvernement civil,
ils ont quand même maintenu des ministères clés, des sièges à l'Assemblée nationale qui leur permettent quasiment de veto des modifications à la Constitution. Donc ils sont quand même pas trop mal placés. Ils contrôlent aussi des pans importants de l'économie. On pourrait se dire, ils auraient pu s'en contenter. Ils sont quand même pas hors jeu. Et c'est ça ce qui est surprenant. Et c'est qu'ils avaient le pouvoir, en fait, de fait, puisqu'ils avaient 25% des sièges au Parlement. Donc, ils ont bloqué tous les amendements constitutionnels. Où les partis essayaient de travailler avec ça et ils s'en sortaient plus ou moins au niveau politique intérieur, en tout cas. Voilà. Après, comme je vous dis, c'est pourquoi. Est-ce que c'est l'ambition d'un homme? Est-ce que c'est autre chose qui est derrière ça? Est-ce qu'il y a une autre tactique ou une stratégie dont on n'a pas encore conscience, ou qu'on n'a pas encore vu, ou il y a peut-être d'autres choses derrière? Il y a des générations politiques. Je vous ai parlé de la génération 88. La génération 88, dont fait partie Aung San Suu Kyi, etc. Mais Aung San Suu Kyi, elle est âgée, elle a 75 ans. Le commandant-chef des armées en a 65. C'est une génération vieillissante. Et en fait, on a une sorte de lutte de pouvoir entre ces seniors qui n'en finissent pas de partir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que derrière ça, on a la génération militaire encore précédente, qui ont 90 ans et qui sont encore là et qui ont encore du pouvoir. Donc, c'est comme si rien ne pourra se faire tant que ces vieilles rivalités au niveau de cette génération-là ne seront pas réglées. Et est-ce qu'on ne voit pas des figures plus jeunes émerger? Mais en Birmanie, c'est compliqué parce qu'il y a un tel respect du plus jeune au plus ancien qui est très, très ancré dans la culture et à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, familial, religieux. Vous voyez qu'il est difficile d'aller contre les anciens. Vous êtes un petit peu inquiète qu'on rentre dans une phase plus répressive ou vous pensez que ça va se jouer à l'usure? Bon, pour l'instant, ça se joue à l'usure. C'est beaucoup de manipulation psychologique aussi avec les rumeurs. Ça joue beaucoup quand même. Après, est-ce que la répression va être mise en place vraiment? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Parce que justement, avec l'ouverture sur le monde que donnent les réseaux sociaux, et même si Internet est complètement coupé, ça transparaîtra toujours. Ça me paraît difficile qu'une répression du type 88 soit mise en place. Même si vous m'avez dit tout à l'heure que l'armée ne s'inquiète pas trop du regard des puissances étrangères, malgré tout. Oui, enfin bon, si la Chine décide que ça va plus et qu'il y a un vrai problème, si la Chine lâche complètement la Birmanie, ils sont quand même embêtés, vous voyez. Parce que c'est la clé quand même. Parce que pour l'instant, c'est neutre, mais s'il y a de vraies répressions, est-ce que ça va rester neutre? J'en sais rien. Enfin bon, voilà, le pays est complètement paralysé pour le moment et on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer, mais économiquement complètement paralysé parce que personne ne va travailler, ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public, que tous les investissements étrangers se retirent, qu'il y a des sanctions économiques appliquées contre les généraux. Donc c'est vrai que comment remettre ce pays en place sans répression? Comment remettre les choses en marche? C'est la question et on va voir comment les choses vont se dérouler dans les semaines qui viennent. S'il va y avoir des compromis, quoi. Peut-être, c'est ce qu'on espère. Je vous remercie beaucoup, Aurore Candy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien. Je vous remercie de votre invitation. On va faire une petite pause musicale en hommage à un autre pays où ont également lieu en ce moment des manifestations contre les velléités de nouvelles dictatures, en Haïti, où le président Jovenel Moïse aurait dû, selon l'opposition, quitter le pouvoir le 7 février dernier. On aura peut-être l'occasion d'en parler lors d'une prochaine édition de Voyage Immobile. On se retrouve avec notre deuxième invité pour parler de la Birmanie, juste après ce morceau de Delgrès, ce trio qui emprunte le nom d'une figure de la lutte contre l'esclavage aux Antilles pour composer des chansons engagées en créole. Monsieur le Président, sur Allô la planète.
Voyage immobile, une émission d'Allo la planète réalisée par Carlotta Mortello. C'est le voyage le plus dépaysant de ma vie. C'est-à-dire que, on est dépaysé parce qu'à l'époque, c'était un pays totalement fermé. Tu plonges dans une BD, dans un autre monde. Lui, c'est Vincent, il est prof de sport, il a 42 ans et il adore voyager. Il est parti en Birmanie en janvier 2008, quelques mois seulement après la révolution de Safran. C'est le nom qu'on a donné à ces manifestations, provoquées alors par une augmentation brutale des prix de l'énergie, des manifestations soutenues pour la première fois par les moines bouddhistes avant d'être réprimées violemment par le régime. En vacances pour les fêtes de Noël en Thaïlande, Vincent et ses amis décident de répondre à l'appel d'Aung San Suu Kyi, figure de l'opposition alors emprisonnée en résidence forcée depuis 6 ans, et d'aller en Birmanie. T'arrives à Rangoon, alors déjà c'est hyper surprenant parce que t'arrives en petit coucou, avion de 50 places avec des bimoteurs, quoi. Et t'arrives sur un aéroport immense. T'as les gros, je sais pas comment ça s'appelle, les passerelles d'avion, là, qui peut accueillir un A380, mais il y en a pas, en fait. C'est du bullshit de l'État, quoi. T'as un sol en marbre et tout, c'est incroyable, la partie internationale. Puis après, bim, tu tombes dans une gare, t'as l'impression d'être dans une gare des années 20, d'autre côté. Et tu sais, t'as des pupitres en bois, t'as pas d'ordinateur, t'as rien, t'as un ventilateur, c'est le souvenir que j'ai, maintenant ça remonte, tu vois, mais c'est cette impression-là, quoi. Et t'arrives, nous on devait aller à Eo, prendre un avion pour Eo, où il y a la vallée des rois, là, donc il y a un spot hyper connu, de toute façon t'avais pas le choix à l'époque, t'allais là où c'était ouvert, quoi. Donc on arrive, on va au guichet de la compagnie aérienne locale, ils disent « Ah non, en fait vous allez aller à Mandalay ». Non, on ne peut pas aller à Mandalay, on va aller à Eo, on a payé un billet pour Eo. Non, mais en fait, vous n'avez pas compris. Ici, vous êtes en Birmanie, vous allez où on veut, quoi. Donc on s'est retrouvé à Mandalay. Alors Mandalay, c'est une ville, c'était le soir, et bim, il n'y a pas d'électricité la nuit, quoi. Et là, tu as une ville de la taille de Lyon, une grande ville, partout c'est éteint. Et les gens se baladent comme ça, c'est éteint. Lampe torche, quoi, tu vois. Et c'est lunaire, quoi, t'es dans un autre monde. Toi, le seul truc occidental que j'ai eu quand on y était, c'était du coca de contrebande venu de Thaïlande et du Colgate, le dentifrice. Mais sinon, tout le reste, c'est importé de Chine. Enfin, c'était comme ça quand j'y suis allé. Tu vois. Et il y avait d'autres touristes ou vous étiez un peu seul au monde ? Ah non, on était seul au monde. Il fallait aller là où ils voulaient que t'ailles, surveiller devant ton hôtel, tu vois. T'avais des gars qui sont tout le temps là, ils te regardent, qui rentrent, qui sortent, quoi. Mais ils t'embêtent pas, tu vois, ils chauffent, quoi. Et on a croisé, on s'est fait Alpaguer, je sais plus où c'était. Ouais, si, puis après, il se passe des trucs bizarres. Tu vois, il y a une espèce de grande pagode à Mandalay, donc on monte et tout. Donc c'était le premier jour, tu montes et tout, tu vois. Et puis paf, on voit un moine en haut et tout. On fait, oh, regarde un moine et tout, c'est en bonne occidental, bon touriste et tout. Un bouddhiste. Et là, on voit le gars, tu sais, il boit une bouteille d'eau, puis il la jette dans la pampa. L'écologie, ça n'existe pas, hein. Même quand t'es moine. Et puis tu jettes un œil, tu sors un peu du sentier, bim, tu vois une énorme prison au loin. Enfin, tu vois, c'était un peu... Moi, ça m'avait choqué. Enfin, c'est les souvenirs que j'ai, tu vois, qui reviennent. Et puis en descendant, il y a une jeune fille qui vient nous voir. Et en fait, elle faisait partie de la ligne démocrate, le parti d'Aung San Suu Kyi, là. Donc elle nous a parlé un petit peu, elle a fait genre, elle était guide. Puis en fait, elle nous tapait la discussion, quoi. Comment c'était chez nous, et tout ça. Et en fait, c'est très dangereux pour eux. Enfin, à l'époque, hein. Ils parlaient pas de ça parce qu'ils étaient hyper surveillés et tout. Et donc, elle nous avait dit, par exemple, de nous méfier des moines qui avaient le crâne blanc. On fait, c'est quoi les moines? Et en fait, c'est des espions de la junte qui se déguisent en moines pour surveiller ce qui se dit. Enfin non, fallait pas être parano, tu vois. Et du coup, difficile d'avoir des contacts comme avec cette fille, quoi. Cette fille, finalement, c'était un peu l'exception dans la rencontre. Eux, tu leur parlais pas du régime. T'es un chauffeur de taxi, tout ça, commençais à parler du régime, puis ils changeaient de sujet, qu'il faut pas parce que tu les mets en difficulté. Par exemple, il y a une autre fois, on était justement à Bagan, là. Donc tout était fait pour le tourisme, hein. Tu vois, on allait visiter les pagodes, les machins, donc on était tout seul, c'était hyper beau. Par contre, c'est un pays mais qui est hyper beau. Moi, j'ai jamais vu ça. J'étais en Indonésie, j'étais au Vietnam, j'étais en Thaïlande, j'étais en Afrique, moi c'est le plus beau pays que j'ai jamais vu. Enfin, c'était magnifique. Ouais. Et par exemple, cette vallée des rois là, c'est plein de pagodes, de grandes pagodes, de petites pagodes partout à perte de vue. Tu sais, avec de la terre un peu rouge, t'as la rivière, donc l'Irrawaddy qui passe juste à côté. Enfin, c'est hyper beau, quoi. C'est un espèce de parc, tu vois, protégé. Donc, évidemment, tu payes pour rentrer, tac, tu vas, t'es à vélo. Donc là, on loue des vélos à un mec. Et puis, à un moment, on lâche les vélos, on commence à marcher et tout.
Et en fait, on s'est approché d'une zone où il fallait pas, et donc là, les gars commencent à te tourner autour et te font comprendre qu'il faut te barrer, quoi. Tu vois, donc c'est cette ambiance. Et par contre, t'as une population qui est d'une gentillesse qui est incroyable. Ils étaient pas du tout arnaqueurs, ils étaient pas du tout enfin, c'est des bouddhistes qui sont hyper, tu vois, ils sont hyper accueillants, souriants. Alors ça a peut-être changé, j'en sais rien, tu vois, mais. T'as repensé là à la Birmanie quand t'as vu ce qui se passait là récemment? En fait, c'est un pays qui touche plus. Moi, c'est un pays qui touche plus que tous les autres pays dans lesquels j'ai été. Alors on va s'entretenir maintenant avec une grande voyageuse, Sylvie Brieux. Elle est journaliste, écrivain. Elle a beaucoup travaillé sur les peuples autochtones, les Amérindiens, les Indiens d'Amazonie, les minorités ethniques en général. Et elle a justement effectué plusieurs voyages en Birmanie, dans ce pays qui compte des centaines d'ethnies, qui parlent diverses langues, pratiquent divers cultes. Elle en a tiré un ouvrage paru en 2016, Birmanie, les chemins de la liberté. Bonjour Sylvie Brieux. Bonjour Carlotta, bonjour à tous. Alors, quand vous vous rendez en Birmanie pour la première fois en 2016, Aung San Suu Kyi s'est faite libérer 4 ans avant, elle est devenue députée, elle vient de remporter les élections, elle incarne le début d'une nouvelle ère, c'est le début de la transition, de la période d'ouverture. Qu'est-ce qui vous pousse à ce moment-là, vous, à vous rendre en Birmanie ? Alors, comme vous l'avez dit, Carlotta, donc, je suis journaliste et j'ai beaucoup voyagé dans le monde à la rencontre de populations qu'on appelle des populations autochtones. Donc, je suis allée chez les Kalash au Pakistan, chez les Haïda en Colombie-Britannique, chez les Hopi en Arizona, chez les Kawawete au Brésil, etc. Et dans ma quête de rencontre et de compréhension des cultures, j'avais décidé d'aller au Bhoutan. Et puis, un concours de circonstances a fait que je me suis retrouvée en Birmanie en 2013, à un moment charnière de l'histoire de ce pays, puisque depuis 2 ans, le pays s'ouvrait enfin au monde après 50 ans de dictature. Donc, à l'époque, le premier forum mondial de femmes se tenait en Birmanie et j'ai vu là l'opportunité exceptionnelle de pouvoir rencontrer des femmes de différents groupes ethniques, comme on les appelle en Birmanie. Et mon objectif n'était pas de faire un reportage ou d'en tirer un livre, mais mon objectif était d'aller à la rencontre de ces femmes pour essayer d'appréhender leur pays qui me semblait bien complexe à travers leur regard et leur voix. Comment est-ce que vous voyagez à ce moment-là? Comment est-ce que vous voyagez? Vous arrivez à sortir des sentiers battus, de ce rail dans lequel, à l'époque, j'imagine, les agences de voyage cherchent à mettre les touristes? Moi, je me suis rendue en Birmanie à un moment donné où le pays traversait une phase de grand bouleversement et il était porté par une vague d'euphorie et tout le monde se précipitait en Birmanie, tout le monde découvrait la Birmanie, donc investisseurs, tour opérateurs, voyageurs, chercheurs, journalistes, ONG internationales. Et parce que tout était à faire dans le pays démarrait vraiment de zéro. Donc quand je m'y suis rendue, le circuit était déjà rodé en Birmanie centrale, c'est la Birmanie qui est essentiellement bouddhiste et bamar, et j'ai tout de suite troublée par le décalage de vision qu'il pouvait y avoir entre l'image d'un pays au charme suranné, magnifique, paisible, sympathique, parce que le pays est par ailleurs, et les témoignages que me livraient ces femmes qui me confiaient leur histoire en sachant que j'étais journaliste mais que je n'allais pas faire un reportage sur ce qu'elles me disaient et qui me parlaient de guérilla dans les zones ethniques, de pénurie alimentaire dans les camps de réfugiés, de viols dans les États ethniques, notamment dans l'État Kachin qui se trouve à la frontière avec la Chine, de trafic de femmes, de persécutions déjà à l'époque et de bombardements de certains États comme l'État Kachin. Donc j'ai été tout de suite troublée par ce décalage de vision. Et lorsque je suis partie du pays à l'issue de mon premier séjour, j'ai été troublée et j'ai rencontré un couple de touristes français à l'aéroport et je leur ai demandé ce qu'ils pensaient du pays. Donc ils étaient très enthousiastes. Et en même temps, ils me disaient qu'ils avaient été frappés notamment par ce fameux sourire birman dont on parle souvent. Et au même moment, je recevais un SMS d'une activiste kachin qui me disait, qui s'excusait de ne pas avoir pu me rencontrer comme je l'avais sollicité tout au long de mon séjour, en me disant qu'elle s'occupait d'une jeune maman qui venait d'accoucher d'un bébé dont le père
d'une jeune maman qui venait d'accoucher d'un nourrisson dont le père avait été assassiné par l'armée birmane. Donc ce témoignage m'a beaucoup troublée et quand je suis rentrée en France, je me suis dit je vais au bout de temps maintenant comme je l'avais décidé initialement, où j'essaie d'approfondir la réalité birmane à travers le regard et les voix de ces femmes, donc tout en sachant que ça serait une vision subjective, mais je me disais qu'il fallait quand même que j'essaie d'en savoir un peu plus et de voir comment je pourrais apporter, si possible, une contribution à la diversité des points de vue qu'il pouvait y avoir à l'époque sur la Birmanie. Vous allez rencontrer pas mal de personnes qui sont engagées dans des luttes, c'est ça? Donc contre l'oppression des militaires, qui sont pris dans des guérillas, vous nous avez dit, qui luttent pour les droits des femmes. C'est ces rencontres qui vont vous donner envie d'écrire ce livre finalement, de montrer autre chose, la face un peu cachée de la Birmanie. Ce qui m'a bouleversée, c'est que on parle beaucoup de beauté au sujet de la Birmanie. Moi, ce qui m'a bouleversée, ce n'est pas tant la beauté des paysages que la beauté des gens que j'ai rencontrés, la force de leur engagement, l'abnégation et le courage, je dis de ces femmes. Je dis de ces femmes parce que les femmes mènent vraiment le combat. En tout cas, elles ont mené ce combat en espérant parvenir à pacifier un pays qui est extrêmement divisé et extrêmement fragmenté. Et quand j'ai décidé de revenir en Birmanie et d'enquêter dans les territoires ethniques, j'ai demandé à ces femmes si elles pensaient que c'était une bonne idée de médiatiser ou de faire entendre leur voix et leur combat à l'extérieur, ou si elles pensaient que la médiatisation de leurs actions risquait de saper leurs efforts. Et elles m'ont dit non, reviens, et si tu reviens, on t'ouvre nos réseaux, on t'emmène dans nos villages, tu pourras nous suivre dans nos activités au quotidien. Et c'est comme ça que pendant un peu plus de 3 ans, je me suis rendue dans différentes régions ethniques. Mais il faut dire déjà à l'époque que tout au long de ces années où ces femmes et ces hommes ont bénéficié de cette fenêtre de tir qui leur était offerte pour œuvrer et pacifier le pays, tout au long de ces années, on sentait que le feu couvait et tout au long de ces années, ils redoutaient ce qui s'est finalement produit le 1er février 2021, c'est-à-dire un coup d'État. Ils ne s'étaient pas bercés d'illusions, ils en ont profité pour consolider leurs associations, leur combat, mais vous dites que finalement la junte militaire a toujours eu dans tous les cas du pouvoir et ne s'est pas retiré de leur vie du jour au lendemain, c'est ça? Absolument, donc les militaires ont toujours eu la main mise sur le pays, au niveau politique, au niveau économique. Et ça, les Birmans le savaient très bien quand on se rend en Birmanie, en tout cas quand on s'y rendait avant le coup d'État, on sentait très bien la présence militaire, la présence policière dès qu'on s'éloignait en fait des zones touristiques en allant dans les États, dans l'État Kachin et dans l'État Chine. J'ai été suivie, mais même pas de façon discrète. C'était tout à fait visible, donc je savais que j'étais épiée et les activistes le savaient. Même à Yangon, les partisans, les militants du parti de la LND savaient très bien qui étaient des gens qui les espionnaient tout au long de cette phase de transition. La population a toujours eu en tête que les militaires pouvaient revenir au pouvoir puisqu'ils ne l'ont jamais lâché. Et d'ailleurs, Aung San Suu Kyi, quand elle a pu accéder au pouvoir, a essayé, même avant d'y accéder, de faire abolir la constitution de 2008. Ça a été le combat de son parti, la LND, cette constitution ayant été élaborée par les militaires et leur garantissant des postes clés au sein du gouvernement, donc les ministères de la Défense, de l'Intérieur, des Frontières, un des postes de vice-président, 25% des sièges à l'Assemblée, ce qui veut dire en fait qu'ils ont toujours eu la main mise sur le pays. Est-ce que vous avez des nouvelles, des gens que vous avez rencontrés à l'époque? Qu'est-ce que ça suscite en vous de voir l'actualité de ces manifestations massives partout dans le pays? Une fois que le livre est paru, j'ai continué à les suivre, j'ai continué à les voir, pour certaines quand c'était possible, j'ai continué à m'entretenir avec elles et à me tenir au courant de l'évolution de leurs actions parce que, en fait, la Birmanie, une fois que ce pays vous touche et qu'il vous bouleverse, vous ne pouvez pas tourner la page. En tout cas, je n'ai pas pu tourner la page comme ça.
Et lorsque j'ai vu que j'ai appris le coup d'État, j'ai tout de suite pris contact avec mes amis et mes connaissances sur place pour leur témoigner de mon soutien et leur demander comment on pouvait les soutenir. Et bon, moi, je suis fortement préoccupée et très inquiète pour toutes ces générations qui sont en train de se battre, toutes générations confondues actuellement dans le pays, et qui lancent des appels à l'aide. Là, j'ai reçu dernièrement sur messagerie cryptée un message qui m'a touchée et qui émanait d'une jeune femme qui me faisait état en fait du sentiment de terreur que les militaires essayaient d'entretenir au sein de la population en arrêtant de manière arbitraire les gens la nuit chez nous. Ça, c'est effectivement très préoccupant. Et aujourd'hui, donc même si la terreur règne la nuit, les gens continuent à se mobiliser le jour en manifestant de manière créative pour justement continuer à susciter cette attention à l'international. Ce ne sont pas seulement des appels à destination de nos gouvernants, ce sont des appels à destination des voyageurs, des chercheurs, des journalistes dont les Birmans disent, les Birmans nous disent en fait, pour ceux avec lesquels j'ai pu avoir un contact, on vous a accueillis, vous les voyageurs, les journalistes et les chercheurs, pendant toutes ces années où on nous a fait miroiter la liberté et la démocratie. On vous a ouvert nos portes, on vous a ouvert nos cœurs. Aujourd'hui, ne nous oubliez pas, sauvez la Birmanie. Et ça, je dois dire que c'est touchant et avec en vue que la répression est imminente et que les choses peuvent mal tourner d'un instant à l'autre. Donc c'est quand même très très grave ce qui se passe aujourd'hui. Un appel solidaire donc et aussi à de la responsabilité des voyageurs. On n'a pas mentionné ce fait qu'il y a un peu un dilemme quand on est voyageur en Birmanie, parce que vous m'expliquiez que les agences de voyage sont détenues par l'armée, les militaires, et que donc à la fois être touriste en Birmanie, c'est faire des rencontres, créer des ponts, ouvrir des portes, mais en même temps, c'est aussi d'une certaine manière soutenir le régime en place. Alors, pas tout à fait. En fait, ce que je voulais dire, c'est que voyager en Birmanie, ça n'a jamais été un acte anodin. Donc, sous la junte, le développement du tourisme était déjà lié à des violations massives des droits de l'homme, incluant des déplacements de population et du travail forcé. Et on savait que les revenus du tourisme tombaient directement dans les poches des généraux. Donc, en 1996, la Birmanie a lancé une campagne d'ouverture au tourisme qui s'appelait Visite Myanmar. Et Aung San Suu Kyi, à ce moment-là, a appelé, depuis sa résidence surveillée, au boycott du pays. Puis, au moment de l'ouverture, une fois qu'elle a été relâchée et qu'avec son parti, elle s'est rendue compte que le tourisme représentait une manne financière et pouvait participer à la reconstruction du pays, elle a revu sa position et encouragé un tourisme responsable, individuel ou en petit, sachant que les grandes entreprises touristiques, la plupart appartiennent aux militaires ou à leurs proches. Et d'ailleurs, certains de ces propriétaires de grandes agences touristiques vérifier tant qu'ils le peuvent l'origine du voyagiste en fait avec lequel ils vont voyager. Il faut continuer à voyager en Birmanie, vous diriez ? En ce moment, ça va être compliqué. Il faut attendre que les choses se pacifient. Mais avant le coup d'État militaire, oui, les gens avaient soif, enfin ont toujours soif d'être reliés au monde parce qu'ils ont tellement été privés de contact pendant des décennies. Donc, il faut continuer à maintenir le lien, le contact avec cette population. Il y a un organisme qui s'appelle Tourism Transparency, donc de la transparence du tourisme, qui recense l'appartenance des voyagistes. Enfin, il recense les origines des voyagistes, savoir à qui ils appartiennent, ces groupes de voyage, à des militaires ou pas. À noter, alors Tourism Transparency, qui j'imagine recense d'autres pays, pas que la Birmanie. Merci beaucoup Sylvie Brieux. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Birmanie, les chemins de la liberté. Merci beaucoup. Et merci à vous, auditeurs d'Allô la planète, où que vous soyez, ici ou ailleurs, d'avoir suivi cette édition de Voyage Immobile. On se retrouve les mardis à 21h. Salut, bonne nuit.